Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie C du DES 6. On s'intéresse à la cinétique d'une explosion. Alors le sujet le voici. On a une réaction où vous avez une espèce A qui donne 2B et la constante de vitesse c'est petit k. C'est celle qui va apparaître dans les calculs qu'on va faire. Vous avez un certain nombre d'informations, l'énergie d'activation, 200 kJ par mol, etc. Et l'idée dans cet exercice, c'est cette fois-ci de tenir compte du fait que la température va augmenter. Alors le principe d'une explosion, c'est quoi? C'est augmenter la pression dans un volume qui va rester constant. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que la pression va être trop forte et le truc il éclate. Et plus vous arrivez à maintenir longtemps le volume constant, plus l'éclatement va être fort. Donc plus la déflagration sera importante. Donc c'est ça le principe d'une explosion. Et ce qu'on va voir dans cette partie, c'est que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on maintient le volume constant, la température augmente très fortement. Et du coup, là, il faut tenir compte du fait que petit k augmente considérablement. C'est-à-dire que la réaction qui peut être assez lente à température ambiante se met à s'emballer lorsque la température augmente. Et on va voir que dans ce cas particulier, l'emballement il est assez impressionnant. C'est-à-dire, ça donne à la fin quelque chose qui ressemble à une explosion. Donc au début, on vous demande, ça c'est du cours, rappelez la loi d'Arrhenius. On vous demande d'en déduire une relation quand l'énergie d'activation est constante. Donc ça, on en aura absolument besoin de cette relation, parce que ça, c'est celle-là qui va nous donner la dépendance de petit k en fonction de la température. Je rappelle que plus k est grand, plus la vitesse de la réaction est grande. C'est proportionnel. Ensuite on met en équation, donc ça c'est pas dur, la question 3. Question 4, ça va découler directement de la question 4, donc c'est pas très difficile non plus. C'est assez guidé le sujet. On vous donne régulièrement la forme de ce que vous devez obtenir. Donc c'est bien parce que ça peut vous rassurer et puis ça vous... Normalement, il y a pas mal de jalons tout au long du sujet pour vous guider. Donc normalement, ce genre de parties sont finalement relativement simples alors que le sujet est assez original. Puisqu'on tient compte de la dépendance de la température, de K avec la température. Voilà, on commence la résolution. On rappelle la loi d'Arrhenius. Alors, question petit 1. La loi d'Arrhenius, c'est d de logarithme de K sur je dérive par rapport à la température. C'est égal à EA, l'énergie d'activation, sur RT carré. Donc je fais un petit rappel de cours. Donc là je le rappelle mais je l'efface tout de suite. Lorsque vous avez une réaction chimique qui vous mène des réactifs au produit, donc les produits ils peuvent être ici c'est l'énergie, c'est le profil énergétique, et la flèche qui représente l'axe des abscisses, on appelle ça les coordonnées réactionnelles. Ça veut dire que ça vous dit une sorte de chemin qui mène des réactifs au produit. Donc ça tient compte des déformations, des molécules, des liaisons, etc. Donc c'est une bonne façon de le représenter. Et donc les produits peuvent être plus ou moins, peuvent être plus bas en énergie ou plus haut en énergie. Mais la particularité de ce profil, de ce chemin réactionnel, c'est qu'il présente une bosse énergétique qui fait que la réaction, il faut franchir cette bosse énergétique. Et l'énergie d'activation elle est là. Donc évidemment, plus l'énergie d'activation est grande, plus ça va être lent pour passer des réactifs au produit. Donc voilà pour l'énergie d'activation. Et ce qu'on va montrer, donc ça on peut, c'est pas la question, je réponds pas à la question, donc on efface. Donc là je réponds à la question 1. Évidemment, il est probable qu'un candidat n'ait pas répondu ça. Donc, s'il a répondu cela, c'est très bien. Là, on va mettre tous les points. Certainement qu'on aura une expression autre réponse possible
valable uniquement si EA, l'énergie d'activation, ne dépend pas de la température. Pas de T, de la température. Donc la réponse que je vais écrire dans un instant, c'est pas vraiment la réponse à la question posée. Mais malgré tout, si vous écrivez ça, c'est quand même pas mal. Hein, ça veut dire que vous avez quand même une petite notion de ce que c'est qu'une constante de vitesse. Hein. Je rappelle que la constante de vitesse, hein, on la voit ici. Hein, ça, c'est ce que vous avez dans un cours. Hein, la vitesse de réaction, c'est la constante de vitesse, cette fameuse constante K, fois un produit de concentration. Bon, ça, c'est vraiment du cours, hein, tout ce que je raconte. Donc, si vous répondez comme ceci, hein, K égale une constante fois EA, l'énergie d'activation sur RT, bon, c'est... On va dire que c'est moins bien. C'est moins bien. Mais c'est quand même correct. C'est-à-dire que là, la question ici, je vais mettre tous les points, ici. Là, c'est tous les points. Là, par contre, j'en mets un petit peu moins. Parce que c'est quand même pas le cas général. C'est uniquement si l'énergie d'activation est constante. Bon, je passe à la question suivante. Justement, la question suivante, on vous demande de montrer que dans le cas où l'énergie d'activation EA ne dépend pas de la température, d'après l'énoncé, et dans ce cas, on peut utiliser l'équation étoile pour démontrer la relation qui est demandée dans l'énoncé, qui est justement de la forme de cette équation-là. Donc de cette équation-là. Donc je reprends. EA ne dépend pas de la température. Donc d'après l'énoncé. Si je prends l'équation, la loi d'Arrhenius, donc ça fait d de logarithme de k, donc étoile implique d de logarithme népérien de k, c'est EA sur R, d de t sur t carré. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est on va poser un signe, le signe somme de l'intégrale, et poser les bornes de l'intégrale. Alors une autre façon de faire, ça aurait été, on prend une primitive, et donc logarithme de k, c'est moins EA sur RT, plus une constante. Voilà. Et puis ensuite on détermine la constante, donc ça c'est une autre façon de faire, c'est pas celle-là que je vais mettre en œuvre dans le corrigé. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de présenter le calcul. Ici je mets, alors il faut que je T0 et T, donc je mets T0, T, et ici je mets K pour T0, et K pour la température T. D'accord, donc là c'est bien K que je mets sur les bornes de l'intégrale à gauche, sur le membre de gauche de l'égalité, et T0 et T sur le membre de droite. J'écris une primitive. Alors ici, la primitive, c'est tout simple, hein, puisqu'on reconnaît une primitive du type, c'est l'intégrale de x, c'est x plus une constante. Donc une primitive c'est très facile dans ce cas à écrire, donc c'est logarithme de k, tout simplement. Et je précise les bornes de l'intégrale que je mets
en bas et en haut de l'opérateur crochet. Ici, EA sur R, c'est une constante multiplicative, je peux la sortir de l'intégrale. Et une primitive de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Et je recopie les bornes de l'intégrale. J'applique l'opérateur crochet, donc ça fait logarithme de k à la température T moins logarithme de k à la température T0, ça fait EA sur R, moins 1 sur T, donc j'évalue ce qu'il y a dans les crochets dans l'état final, moins 1 sur T0. Donc j'ai quasiment fini, donc je regarde sous quelle forme il faut que je mette le résultat. Donc je continue, donc ça fait, j'utilise les bonnes propriétés des logs. Donc c'est k de t sur k de t0. Ça fait EA sur R. 1 sur t0 moins 1 sur t. Je prends l'exponentielle et j'ai le résultat, k de t sur k de t0, c'est l'exponentielle. Donc là j'ai quasiment, enfin je pourrais m'arrêter là, c'est tellement proche du résultat. Voilà, bon je vais quand même rajouter une ligne. Là je détaille franchement les calculs. Et donc je me retrouve avec le résultat qui était demandé. Donc si vous faites attention aux bornes de l'intégrale, ça se fait bien ce genre de question. Il y a vraiment moyen de la faire très bien du début jusqu'à la fin, si on pense bien à mettre correctement les bornes de l'intégrale, et si on connaît ces primitives usuelles. Donc j'ai répondu à la question 2, on va pouvoir passer à la question 3. Alors pour la question 3, ça c'est une question classique de cinétique chimique. On vous dit qu'on a une cinétique chimique du premier rang, c'est marqué ici. Voilà. Du cinétique chimique du premier rang. Et donc on vous demande simplement d'écrire ce que ça veut dire. Et il faut traduire l'évolution temporelle de la concentration molaire en A. Ça c'est très facile. Ça c'est du cours. Comme la question d'avant d'ailleurs. Donc question 3. Donc la vitesse de réaction, c'est moins d2A sur d2T. La vitesse de réaction, c'est 1 sur V d2Na sur d2T, mais comme le volume est constant, ça donne ça. Mais c'est aussi égal à K fois la concentration de A exposant 1. Remarque, le coefficient stoichiométrique de A vaut 1. Donc ce genre de remarque n'est pas absolument nécessaire. Je dis ça simplement parce que c'est pour ça qu'on a un coefficient 1 devant la dérivée temporelle de la concentration. Si on avait eu un coefficient stoichiométrique 2, on aurait eu un 2 ici. D'accord? Donc il faut, voilà, juste une petite remarque. Hein, le jour où le coefficient stoichiométrique sera plus 1 mais autre chose, il faudra y penser. Donc j'ai répondu à la question. Donc c'est... Ouais, je vais mettre quand même une petite phrase. Donc on a une cinétique chimique d'ordre 1 par rapport à chimique d'ordre 1 par rapport à On peut passer à la question 4. On vous demande à la question 4 de traduire ça
avec la variable x qui représente l'avancement de la réaction. Donc je suis obligé de faire un tableau d'avancement. Donc on fait un tableau d'avancement. On a l'espèce A qui donne l'espèce 2 fois l'espèce B. On construit le tableau. Voilà, j'ai fait le tableau. On va maintenant le compléter. Alors, je vais travailler en mol. On sait que initialement, l'état initial, il est là. Et l'état final. Je n'ai pas de B présent au départ. J'ai N0 moins X et ici 2X. Donc j'ai simplement, je fais la traduction. Je prends l'équation différentielle. Donc d'après l'équation différentielle. Trouver la question 3. Plutôt différentielle de la question 3. On a alors moins d sur d2t, c'est n0 moins x sur le volume est égal à k fois n0 moins x sur le volume. Et du coup, j'ai mon équation différentielle. Lorsque je dérive une constante, ça fait 0. Ça veut dire que le terme qui se trouve ici, le n0 là, quand je vais le dériver, ça va faire 0. Et donc il va me rester d2x sur d2t. Alors pourquoi d2x? C'est parce qu'il y a un moins devant, il y a un moins devant le x. Donc ça va donner un plus. Je remarque également que le volume ici se simplifie. Donc finalement, j'arrive à l'équation différentielle d2x sur d2t, c'est k fois n0 moins x. Donc remarque, la dérivée d'une constante fait 0. Bon, à la fois c'est évident, mais pour parfaitement convaincre le lecteur, est 0. Et on peut encadrer le résultat. Je crois que je suis quasiment sûr que c'est ce qu'on vous demandait de trouver. C'est bien ça. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Alors, on passe à la question 5, mais avant il y a un petit peu de texte à lire. On vous dit que lorsque la réaction se fait, en fait ça libère de l'énergie et ça chauffe en fait. Ça chauffe. Donc premièrement, lorsqu'il y a un avancement d2x, donc il y a un peu de A qui devient 2B, enfin d2x mol de A qui réagit, ça libère une certaine quantité d'énergie. Et cette énergie, en fait, elle sert à chauffer les moles gazeuses qui sont présentes dans le réacteur. Donc c'est la relation qui est là. L'énergie qui est libérée lorsqu'il y a d2x mol de A qui réagit. Et la deuxième relation qui est ici, elle vous dit que cette énergie qui est libérée, en fait, elle sert à chauffer ce qui est présent dans le réacteur. Voilà, donc on admet ces relations et on va les utiliser pour répondre à la question 5 qui est toute simple, hein, puisqu'on vous demande, là c'est vraiment détaillé, le nombre total de moles gazeuses en fonction de n0 et de x. Et dans la foulée, je ferai la question 6, hein, sans revenir sur le sujet, en déduire une relation entre E0, X, D2X, D2T, N0 et C. Bon, en gros, il faudra utiliser les deux relations qui sont juste au-dessus. Voilà. Alors, on va pouvoir faire les questions 5 et 6. Question 5. Le nombre de moles gazeuses
c'est... On reprend le tableau d'avancement, hein, c'est n0 moins x, ça c'est pour A, plus 2x, ça c'est pour B. Donc finalement, ça vaut n0 plus x. Et on encadre le résultat. On peut passer à la question 6. D'après l'énoncé, donc là j'ai utilisé les relations qui sont fournies par l'énoncé. On a deux expressions de D2. On a deux expressions de D2. Ça vaut N0 plus X, donc le nombre total de moles gazeuses, fois une constante qui est notée, comment est-elle notée? Grand C, donc fois D de T, c'est égal à E0 fois D de X. Je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé dans les notations, c'est ça. Donc est-ce que j'ai bien répondu à la question, puisque j'ai fait intervenir, donc j'ai trouvé une relation entre tous ces paramètres, et donc je peux encadrer le résultat. Donc là on vous prend vraiment par la main dans ce type de sujet. Donc le défaut de ce type de sujet, c'est que si on vous prend trop par la main, au bout d'un moment en fait on ne comprend plus trop ce qu'on fait. On répond aux questions sans comprendre le fil, sans arriver à comprendre pourquoi on fait tous ces calculs. Mettre cette équation, on fait une séparation de variables en fait, hein, et on vous dit quelle forme on va obtenir. Température d'un côté, membre de gauche, ici, et d de x à droite. Donc je vais simplement retravailler l'équation que j'ai obtenue à la question 6. Donc on fait une séparation de variables, t d'un côté, x de l'autre. Séparation de variables, t d'un côté et x de l'autre. Donc là, ça va être assez évident. Il suffit simplement de le n0 plus x qui se trouve dans le membre de gauche ici. Je vais simplement le passer au dénominateur à droite. Donc ça fait c fois d de t. C'est égal à E0 d de x sur n0 plus x. Donc il suffisait juste de faire ça. Donc dans l'énoncé, si vous ne donnez pas, c'est pas la peine de dire f de n0 et de x à telle expression. Hein, vous le rédigez comme ça, c'est clair. Hein. On a bien cette forme, hein, quelque chose fois d de t égale quelque chose qui dépend de n0 et de x fois d de x. Et les termes constants, bon, on les met à gauche ou à droite, c'est pas très important parce que c'est des termes constants. Et du coup, on peut intégrer cette équation dans la question 8. Donc ça nous donne, pour la question 8, donc on intègre l'équation précédente. Et ce qu'on va faire, c'est simplement... je vais reprendre l'équation du dessus et je vais mettre des bornes de l'intégrale. Et il faudra juste que je fasse attention aux bornes de l'intégrale. Donc je vais mettre voilà, le signe somme de l'intégrale. Je mets t0 d'un côté, t de l'autre. X, ça vaut 0 au début, hein, lorsque je suis à la température ambiante. Et ça vaut x lorsque je suis dans l'état final. Alors faites attention, bon, c'est pas très rigoureux, lorsque les bornes de l'intégrale, c'est aussi la variable qui apparaît dans l'intégrale.
Donc ça c'est pas très rigoureux, en mathématiques je sais que ça passerait pas. On va dire, allez, du coup la variable je l'appelle x'. Comme ça, tout le monde est content. Je calcule ces intégrales, donc le membre de droite et de gauche ça va être facile. Donc c fois la température entre 0 et t. C'est égal, une primitive ici c'est E0, c'est une constante multiplicative, fois logarithme de n0 plus x' entre 0 et x. Donc j'ai quasiment fini le calcul. Donc là vous avez c fois t moins t0. Donc j'applique l'opérateur crochet et ça fait E0 logarithme. Donc j'évalue ce qu'il y a dans les crochets pour x' égale x, puis moins ce qu'il y a dans les crochets pour x' égale 0. Donc ça fait logarithme de n0 plus x moins logarithme de n0. Donc là je suis quasiment arrivé au résultat. Il me semble qu'on vous demande x. Voilà, faut quand même savoir ce qu'on vous demande de calculer. Donc j'utilise les bonnes propriétés des logs. Donc c'est t moins t0. Je divise par E0 parce que il me semble que c'est voilà, c'est dans le résultat final. Donc le E0 je l'ai passé au dénominateur. J'utilise les bonnes propriétés des logs. Donc ça fait n0 plus x sur n0. Je passe à l'exponentielle. Donc ça fait exponentielle de c sur E0 t moins t0 égale n0 plus x sur n0. J'isole x. Donc là c'est des petits calculs tranquilles. Hein. Donc là essayez de, quand vous êtes dans des phases calculatoires comme ça, de vous y aller tranquillement pour pas faire d'erreur. Et j'isole x. Ça fait n0 facteur de exponentielle E0 sur c t moins t0 moins 1. Et on encadre le résultat, et il me semble que c'est ce qu'il fallait trouver. Très bien. Je vérifie. Ouais, donc là je détaille vraiment les calculs. Peut-être un petit peu trop. Donc si vous êtes en épreuve, que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Comme à l'état final, on déduit à la température finale. Donc on peut en déduire la température finale. Effectivement, hein, c'est quelque chose qui se comprend bien. Lorsque la réaction se fait en totalité, en fait, on sait exactement l'énergie qui a été libérée. Et à partir de l'énergie qui a été libérée, on peut savoir jusqu'à quelle température on est allé. Hein, c'est quelque chose qui se comprend bien. Hein, si vous savez combien de joules vous avez donné à un échantillon, que vous connaissez les propriétés thermiques de l'échantillon, hein, en fait, c'est la variable C qui est là, qui vous renseigne là-dessus, et bien vous pouvez en déduire la température finale. Donc c'est ce qu'on vous demande dans l'application numérique. Donc on va rédiger ça. Donc comme x infini, ça vaut n0. Donc à l'équilibre, x ça vaut n0. J'en déduis que n0 c'est égal à n0 exponentielle sur c0 t moins t0 moins 1. Ça signifie que l'exponentielle vaut 2. Hein, je pense que regardez l'expression. Donc ça vaut 2. On va rédiger ça. Donc exponentielle de e sur c0 t moins t0, ça vaut 2. J'en déduis que e sur c0, e0 pardon, e0 sur c t moins t0, ça vaut logarithme népérien de 2.
j'en déduis que la température... Et ça, c'est la température finale. La température finale, c'est T0 plus logarithme de 2 C sur E0. On va pouvoir faire l'application numérique. Donc la température initiale, c'était 300 Kelvin. Donc là, je vais récupérer dans l'énoncé les différentes grandeurs qui m'intéressent. Donc on démarre de 300 Kelvin, c'est marqué là. Ensuite, il y a des informations qui sont... on vous donne C, c'est 20 joules par Kelvin par mol. Et E0, c'est 100 kJ par mol. Donc on va mettre tout ça en application numérique. Je vais détailler l'application numérique. Donc ça fait 300 Kelvin. Plus logarithme de 2, ben, ça vaut ce que ça vaut. Fois 20, divisé par... je suis en train de me dire... J'ai introduit une erreur, j'ai fait une erreur de calcul. Parce que le C sur E0 est devenu E0 sur C. Donc j'ai fait une erreur de calcul. À quel endroit j'ai fait l'erreur de calcul? C'est sur E0, voilà, c'est ici. Quand je suis passé de là à là, j'ai fait une erreur de calcul, ici. Bon, ça arrive. Et quand vous constatez une erreur de calcul... Alors, je suis en train de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Mais c'est pas grave, j'en profite. Donc c'est ici C sur 0. Bon, j'aurais pu m'en rendre compte. Quand vous réalisez qu'il y a une erreur de calcul, vous corrigez votre copie. Absolument. Il ne faut pas mettre dans la marge, ah j'ai fait une erreur de calcul, désolé. Donc vous corrigez votre copie, le correcteur il s'en fiche. Si vous mettez un résultat faux en disant à côté le résultat est faux, ben, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, bon, je vais corriger l'ensemble des erreurs que j'ai faites, et puis je recommencerai l'application numérique. Voilà, il me semble que j'ai tout corrigé. Donc on avait E0 qui valait 100 kJ, c'est-à-dire 100 000 joules par mol, et ici on avait 20. Donc il y a juste à faire l'application numérique. Et on trouve 3765 Kelvin. Donc bon, on va peut-être pas être aussi précis, donc on va dire 3800 Kelvin. Donc ça c'est le résultat. Donc c'est une température très élevée évidemment. Alors on peut passer à la suite. Faites l'application commentaire. Le commentaire, donc on obtient comme prévu une température très élevée. Donc a priori il n'y a pas de matériau qui va résister. Le truc va exploser tout simplement, puisque on a une température très élevée. Le matériau qui contient du réacteur va certainement céder. On a une explosion. On a une explosion. Donc c'est cohérent avec le titre de la partie. On peut passer à la question 10. Donc là, on va utiliser toutes les équations qu'on a écrites. Vous voyez, on prend les résultats des questions 4 et 7 et on va les mettre ensemble pour obtenir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la variation temporelle de la température. Donc D2 grand T sur D2 petit t. Alors on va récupérer les résultats des questions 4 et 7. Donc on va les recopier. Alors on va commencer par le résultat de la question 4.
Alors on avait obtenu comme résultat ça y est, d2x sur d2t égale k fois d2x sur d2t égale k fois n0 moins x. Et le résultat de la question 7, et on va mettre les deux en commun. Alors, le résultat de la question 7, c'était c fois d de t égale e0 d de x sur n0 moins x. Voilà, on avait ces deux résultats, et donc il s'agit de les mettre en commun. Donc en fait, il faut que je me débarrasse. Donc je vais éliminer d de x. Je regarde le résultat qu'il faut que je trouve à la fin. Oui, le résultat dépend de x. Donc par contre, si vous regardez le résultat final, donc qui est ici, et bien ce résultat dépend de x. Par contre, d de x a disparu, donc c'est bien ça que je dois faire. Donc si je remplace, ça donne c fois d de t égale e0 sur n0 moins x. Et d de x, ça vaut quoi? Ça vaut k fois n0 moins x fois d de t. Alors, en fait, ce truc-là, c'est d de x. Alors je fais des manipulations qui sont pas très rigoureuses, parce que le d de x sur d de t, c'est une notation. Ça représente la dérivée de x par rapport au temps. Donc normalement, le d de t, j'ai pas le droit de le passer de l'autre côté. Donc, je l'ai quand même fait. Mais ça, on pourrait reprocher un manque de rigueur. Donc finalement, j'ai le résultat. Ça fait E0. Alors je regarde comment c'est. Du coup, le C, il faut que je le passe de l'autre côté. Donc c'est d de t sur... Enfin, la dérivée temporelle de la température, c'est E0, K sur C, N0, moins X. Je me rends compte que j'ai fait une erreur de signe. Ici, c'était N0 plus X. Donc ici, c'est N0 plus X. Donc là, c'est N0 plus X. Donc c'est N0 moins X. Bon, c'est quand même bien que les résultats soient donnés au fur et à mesure. Parce que si on fait des petites erreurs comme je fais, c'est pas très grave, on s'en rend compte. Donc j'ai quasiment fini. J'ai mon équation différentielle. Évidemment, je vais pas essayer de la résoudre, parce que ce genre d'équation différentielle, bon, c'est pas une équation différentielle classique. Donc je vais avoir du mal à trouver la solution. Et je vais simplement faire des applications numériques à la question 12. Donc avant, on vous demande une petite réécriture, puisque K dépend de la température. Donc finalement, question 11. Voilà. Donc question 11, on vous demande de remplacer K par son expression en fonction de la température. C'est bien ça, hein, puisque apparaît K de T0, l'énergie d'activation. Donc vous devez tout de suite penser aux premières questions du sujet. Donc on avait K de T0, c'est K de T, plutôt K de T égale K de T0 exponentielle EA sur R 1 sur T0 moins 1 sur T. Donc ça, c'est les questions, il me semble, c'était la question 2. J'en déduis que d de t, enfin la dérivée temporelle de la température, c'est E0 sur C.
Donc E0 à pas confondre avec l'énergie d'activation. K de T0 exponentielle l'énergie d'activation sur R, 1 sur T0 moins 1 sur T fois N0 plus X sur N0 moins X. Voilà, j'ai mon résultat. Voilà, j'ai encadré le résultat et, sauf erreur, j'ai répondu à la question puisque j'ai bien E0, l'énergie d'activation, R, TT0 et C. C'est bien ça, hein. Donc très bien. J'ai répondu à la question 11 et à la question 12, en fait on ne cherche pas à résoudre l'équation différentielle parce que on va dire c'est trop compliqué. On pourrait le faire numériquement. Et l'idée c'est maintenant de faire une évaluation de la dérivée temporelle de la température à différentes températures et se rendre compte que effectivement elle augmente très très rapidement comme ce qu'on peut attendre d'une explosion. C'est quelque chose de très rapide. J'ai oublié de préciser que X ça valait N0 exponentielle C T-T0 sur E0 moins 1. Sauf erreur de ma part. J'ai complété la question 11 puisque on a aussi l'expression de X qui dépend de la température, puisqu'on avait obtenu ça précédemment. Donc je peux passer à la question 12 et faire l'application numérique. Bon, c'est un petit peu... donc je vais calculer X dans un premier temps et ensuite je calculerai D2T sur D2T. Enfin la dérivée temporelle de la température. Donc je vais commencer par une température de 300 Kelvin. Il me semble que c'est ce qu'on vous demande. Donc c'est au début de la réaction. Hein, c'est bien ça, 300 Kelvin, c'est ça. Donc je vais calculer X. Et puis j'en déduirai la dérivée temporelle de la température. Alors X, ça vaut quoi? Alors je me rends compte qu'en fait on n'a pas besoin de la valeur de N0. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être intérêt à réexprimer D2T sur D2, enfin la dérivée temporelle de la température uniquement en fonction des paramètres pour bien se rendre compte que ça ne dépend pas de N0. Donc je vais faire ça avant la question 12 finalement. Donc je vais finir le calcul. Donc D2T par la dérivée temporelle de la température, c'est E0 K en T0 sur C exponentielle de l'énergie d'activation sur R, 1 sur T0 moins 1 sur T, fois, et donc là je vais remplacer X, alors il va me rester exponentielle, bon c'est lourd quand même, hein, le niveau de l'expression, hein, T moins T0 sur E0 sur 2 moins X, donc c'est 2 moins, que je dise pas de bêtises, exponentielle de C T moins T0 sur E0. Sauf erreur, on doit avoir ceci. Voilà, ça j'ai vérifié. Je vais pouvoir enfin donc, faire l'application numérique de la question 12. On va commencer par une température de 300 Kelvin. Et ça me fait une dérivée temporelle qui vaut... Alors je trouve 500 Kelvin par seconde.
Donc c'est rapide, mais c'est pas non plus une variation si importante, puisque c'est en une seconde, 500 Kelvin. Bon, c'est pas si énorme que ça. Je vais faire le même application numérique pour 320 Kelvin. Alors, cette application numérique là, il faut quand même avouer qu'elle est pas évidente, hein. Parce qu'il y a pas mal de termes, donc bon, pas évident de faire aucune erreur. Là par contre, on a 76 000 Kelvin par seconde. Là par contre, alors qu'il n'y a que 20 degrés de différence. Alors pourquoi c'est aussi important la différence? C'est parce que l'énergie d'activation est très importante. Ça veut dire que en fait, la barrière énergétique à franchir, elle est très importante. Et il suffit de chauffer un petit peu pour que tout de suite ça a un impact très important sur la vitesse de la réaction. Donc là par contre c'est très important. Et la dernière application numérique, c'est pour T égale 3000, sauf erreur. Je vais reprendre la question, et c'est 3000 Kelvin. Et là on trouve, pour 3000 Kelvin, on trouve 6 fois 10 puissance 34. Bon. Ce genre de chiffre, ça plus vraiment de sens, parce qu'on va pas, on s'arrête quand même à 3000 Kelvin d'après ce qu'on a fait précédemment. Ça veut dire que la réaction est extrêmement rapide. Donc on peut avoir, bon, je peux déjà encadrer le résultat, puisqu'après tout c'est la question posée. Et on vous demande, voilà, on va commenter. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la réaction devient très rapide. La réaction s'emballe en fait, rapidement. Donc au début, il ne se passe pas grand chose, on va dire, on peut appréhender 500 Kelvin par seconde. Et puis très rapidement, la réaction s'emballe et on a l'explosion. Donc pour que vous puissiez imaginer ce que ça fait, je vais tracer l'allure de la température en fonction du temps. Donc on va zoner des axes. Voilà, j'ai nommé les axes. Je sais que je démarre à 300 Kelvin et que j'arrive, sauf erreur, je me souviens plus de la valeur. Non, elle n'est pas là. On est arrivé à 3765 Kelvin. Ça veut dire que si je gradue correctement mes axes, si 300 est ici, j'ai recommencé la graduation de l'axe. Donc on démarre à 300 Kelvin et je sais qu'on va atteindre la température finale qui est à 3700 Kelvin, donc ici à peu près. Et on va dire que le déclenchement de l'explosion, on va dire qu'il se fait ici. On va dire, donc ça pourrait être l'origine des temps. Donc la température avant le déclenchement, c'est 300 Kelvin, ça bouge pas. Puis l'explosion, enfin la réaction chimique démarre et on a 500 Kelvin par seconde. Allez, on va dire que 500 Kelvin par seconde, c'est comme ça. Donc là, le petit trait que j'ai rajouté, ça correspond à déjà 200 Kelvin. Donc si je fais 500 Kelvin par seconde, 200 Kelvin, ça fait à peu près
plus 0,4 secondes à peu près. Donc on va dire 0,4 secondes. Et on va dire que le T déclenchement c'est 0. C'est l'origine de mon repère. Et je sais que quand j'arrive assez vite, la pente, elle augmente très fortement. Parce que en fait, déjà à 320 Kelvin, en fait, j'avais déjà une pente très importante. Ouais, en fait, c'est quasiment impossible à représenter tellement c'est rapide. Donc je vais recommencer le tracé. Sachant que je dois dessiner quelque chose qui est très difficile à dessiner. On va dire ça. Donc je recommence. Donc la température augmente. Et très rapidement, là, la pente, elle augmente. Et quand je suis à 3000 Kelvin, j'ai quasiment une pente verticale. Et j'arrive à la température finale. Donc certainement qu'avant d'arriver à la température finale, il se passe quelque chose. Le réacteur, il casse, et donc on a la détonation. Donc, et à 320 Kelvin, on a... Donc du coup, en fait, ça me sert à rien de graduer l'axe. Parce que c'est tellement... regardez la vitesse, le nombre de degrés par seconde, c'est juste invraisemblable. 6 x 10 puissance 34 Kelvin par seconde, ça veut dire que c'est quasi instantané. Donc, et ça correspond à une explosion. Donc là, on peut mettre allure de l'évolution temporelle de la température. Donc le fait que ça chauffe, en fait, ça accélère la réaction, et donc ça chauffe encore plus, et ça accélère encore plus la réaction. Donc c'est exactement ce qui est recherché dans le cas d'une explosion. Et il me semble que j'ai répondu à toutes les questions, et voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.